Eh bien, bonjour, ou plutôt bonsoir à toutes et à tous. Merci au LMHI France et à toute l'équipe de m'avoir convié pour vous parler de ce que j'en sais un tout petit peu de la recherche en homéopathie. Et merci à Florina en particulier de son invitation. Je suis vraiment ravi d'être là, assez ému, il faut bien vous dire, et en particulier d'être devant l'une de mes maîtres en matière d'homéopathie, c'est Josette Noguès, qui a participé à mon enseignement, et qui se cache de... Donc la recherche en homéopathie, c'est un bien vaste domaine, vous savez bien, parfaitement ignoré de la population générale, et même de la plupart des professions de santé, même médicales. La formation médicale universitaire forme des chimistes habitués à une approche quantitative, massique, et qui délaisse la question de l'électromagnétique, non quantifiable en termes de masse. Si on prescrit du paracétamol, c'est 50 mg par kilogramme de poids par jour, c'est facile, c'est protocolisé, c'est pareil pour tout le monde. Pour la vitamine D, c'est 400 à 600 unités par jour pour un adulte en forme, pour couvrir les besoins, les apports recommandés par jour. C'est simple, c'est protocolisé, c'est pour tout le monde pareil. Par contre, en homéopathie, on change de paradigme. On parle physique quantique, on parle expression génique et individualisation. Et là, ça devient illisible pour la très grande majorité. Les Nations Unies ont proclamé 2025 l'année internationale des sciences et des technologies quantiques. Alors j'espère bien qu'on participera tous à un effort quantique pour 2025 et que des découvertes majeures vont permettre de jalonner le parcours de recherche en homéopathie. C'est tellement dilué qu'il n'y a plus rien dans le tube, que du sucre, c'est comme diluer une goutte dans tous les océans du globe, on sait tout ça, et vous allez voir qu'on a énormément d'éléments de réponse pour dire que ce n'est pas que tout ça. Donc le genre de propos véhiculés par nombre de ceux qui polluent les médias, sans aucun bagage scientifique en général, sans aucun bagage médical en tout cas, journalistes sportifs parfois, et même humoristes qui s'autorisent à s'autoproclamer experts sur les scènes, en tout cas françaises. Et à ces gens de notre quotidien, je leur propose de me parler du photon. D'accord, l'homéopathie, c'est du flan si vous voulez, il faut y croire pour que ça marche. Voilà. Parlez-moi du photon, c'est quoi un photon pour vous? C'est la particule de lumière, en général c'est ce qu'ils disent, mais ça ne va pas au-delà. Et quand on les interroge sur le poids d'un photon, dites-moi combien pèse un photon? Là, aucune idée, et pourtant ça éclaire. Et les physiciens quantiques eux-mêmes disent qu'un photon ne pèse à rien, ou alors 10 puissance moins 54 kg, ce qui pour eux est négligeable. Et pourtant, tout le monde s'accorde à considérer que le photon éclaire. C'est bien dire que tout ce qui a une propriété physique dans la nature ne relève pas forcément d'une représentation massique. En recherche homéopathique, c'est pareil, et depuis 1796, bien avant la théorie relativiste d'Einstein de 1905, on ne sait pas tout, mais on en sait de plus en plus, et c'est pas fini. On sait qu'on évolue dans un domaine de l'infiniment petit, de physique quantique, et la physique quantique prend le pas sur la chimie gravidique. Gravimétrique. Gravidique, c'est autre chose. Je fais tout le monde de d'accord. La recherche en homéopathie, alors c'est quoi, ça sert à quoi, ça concerne quoi, ça coûte combien, et est-ce que ça donne des résultats? J'ai demandé à ChatGPT de nous éclairer sur, selon lui, ou elle, je ne sais pas, à quoi sert la recherche en homéopathie. Sa réponse a été plutôt détaillée. Cela permet d'évaluer l'efficacité des traitements homéopathiques par rapport à des traitements placebo ou d'autres formes de médecine. Ça permet de comprendre d'appréhender la compréhension des mécanismes d'action sur l'organisme, même si les principes de la dilution extrême défient souvent les explications scientifiques traditionnelles, je cite. Cela sert à évaluer la sécurité des médicaments pour éviter des effets indésirables ou des interactions médicamenteuses. Cela sert à explorer son intégration dans la médecine conventionnelle pour avoir une approche plus large en termes d'offres de soins. Et la recherche sert aussi à l'éducation, à la sensibilisation, en informant le public et les professionnels de la santé sur les avantages et les limites de l'homéopathie. Voilà tout ce que dit ChatGPT. Jusque-là, ça va bien, mais il précise sans qu'on le lui ait demandé. Cependant, il est important de noter que la recherche en homéopathie est un sujet controversé avec des critiques concernant la méthodologie et la validité des études. De nombreuses revues scientifiques ont conclu que les preuves d'efficacité des traitements homéopathiques sont insuffisantes ou similaires à un placebo. Voilà ce qu'il dit, alors même qu'on ne lui demande pas son avis. Si ChatGPT rapporte ces propos, c'est bien que les résultats de la recherche scientifique en homéopathie sont encore trop discrets ou trop inaccessibles sur la toile. J'ai aussi interrogé Grok, qui est un peu à la mode avec Elon Musk. La réponse relève du même scepticisme et même d'un certain cynisme. Je cite, « Les études en laboratoire, exemple, sur des systèmes biologiques, montrent parfois des résultats intrigants, mais ils sont inconsistants et ne permettent pas d'expliquer un mécanisme d'action cohérent avec les principes de la chimie ou de la biologie
conventionnelle. C'est quand même un comble. Il faudrait que les mécanismes conventionnels reconnus puissent expliquer quelque chose qui ne l'est pas. C'est dire que pour aborder la question de la recherche en homéopathie, il faut déjà sortir des conventions. Ça concerne quoi la recherche en homéopathie? Ça concerne quel sujet? Ça concerne plus de 7000 publications sur la Medline américaine que vous pouvez retrouver sur le site de relais PubMed. Et ça concerne d'abord la recherche fondamentale, des études physico-chimiques menées par des laboratoires indépendants. C'est le domaine de l'infiniment petit, des très hautes dilutions, des nanoparticules, des biophotons, des nanobulles, de l'électrodynamique quantique, tous ces gros mots qui tournent autour de la physique quantique. La recherche préclinique aussi, qui s'opère sur de nombreux modèles biologiques, des modèles cellulaires, végétaux, animaux, humains, et 77% des publications analysées démontrent des effets biologiques mesurables dans des études contrôlées. On atteint même 95% d'effets positifs sur des modèles végétaux. Ça concerne aussi des animaux entiers, de moins en moins, des organoïdes. Si vous savez ce que sont des organoïdes, ce sont des reconstructions laboratoires en in vitro de modèles pluricellulaires qui permettent de reconstruire des bouts d'organes, des fonctions d'organes avec excrétion, contraction, sécrétion, réabsorption, pourquoi pas, pour des modèles néphrotiques, peu importe. Et ça permet aussi surtout d'échapper progressivement au recours aux animaux entiers. Il y a aussi la recherche préclinique qui concerne différents domaines, l'expression génique, beaucoup de publications. Nos amis brésiliens sont friands de ça d'ailleurs. Se pose même la question de modification épigénétique, c'est le cœur du problème dans la question de l'homéopathie. L'épigénétique, c'est des modifications par méthylation, par acétylation des histones qui supportent l'ADN, voire même de nucléotides qui composent l'ADN avant même la traduction en ARN messager. La recherche porte aussi sur la biochimie cellulaire, c'est-à-dire la production d'interleukines, de radicaux libres, mitochondriaux ou autres, l'organisation de la bicouche lipidique, des transporteurs transmembranaires, des processus de glycation de protéines. Vous voyez qu'il y a un domaine d'investigation extrêmement vaste. Des fonctions cellulaires aussi, de plasticité membranaire, de mobilité, de croissance, d'endocytose, tout cela étant lié au cytosquelette. Et les revues systématiques montrent que 77% de ces expériences biologiques font état d'effets mesurables dans des conditions contrôlées. Et je vous ai apporté une cinquantaine de livrets qui s'appelle le livre blanc de l'homéopathie, distribué par le HRI en particulier. Alors, j'ai que des exemplaires en anglais, désolé, mais vous parlez tous, vous lisez tous en tout cas l'anglais couramment. Donc sur la table de nos amis de Boiron, vous pourrez retrouver ce livre-là gratuitement. Ça concerne enfin la recherche clinique, avec des gold standards, malgré la singularité de l'homéopathie. Fin 2023, on dénombre 329 études cliniques publiées dans des revues scientifiques, dont 286 contrôlées, randomisées, portant sur 152 affections, et parmi lesquelles 166 études en double aveugle. Vous voyez que quand même on a un panel de réponses à nos détracteurs. 6 méta-analyses, dont 5 à date, montrent un effet de l'homéopathie supérieur au placebo, avec aussi bien des données en vie réelle, avec en outre la démonstration depuis longtemps et de manière très répétée d'une baisse significative de l'usage des traitements conventionnels chez les populations observant une thérapeutique homéopathique. Combien ça coûte? C'est quand même le nœud de la guerre, la question du coût. Très difficile de donner un chiffre, car tout dépend des projets, la durée des projets, la complexité des projets mis en œuvre. C'est bien le principe de la recherche. Néanmoins, quelques éléments assez généraux pour vous donner une idée quand même de ce que représente en termes de coût la recherche fondamentale et clinique en homéopathie. C'est le groupe Boiron qui m'a autorisé à transmettre quelques chiffres, qui me les a confiés pour vous ce soir. Et vous savez à quel point le groupe Boiron, enfin peut-être le savez-vous, consacre un budget conséquent pour une recherche quantitative et qualitative de premier ordre, et partout dans le monde. Hein. C'est pas que la France, il y a énormément de partenaires dans le monde. La Suisse, l'Inde, la Tunisie, la Belgique, l'Italie, le Brésil, le Mexique, le Chili, les USA, l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni, avec en particulier le HLA. Vous voyez que c'est vraiment une recherche à l'international. En 23 ans exactement, le budget a été multiplié par 5 pour atteindre en 2024 un peu plus de 5 millions d'euros par an. Pour vous donner une idée, la recherche fondamentale représente des coûts allant de 100 à 300 000 euros par projet selon leur complexité, leur durée, pour des projets qui durent de 18 mois
à 2 voire 3 ans, et les études cliniques représentent plusieurs centaines de milliers d'euros à plusieurs millions d'euros, là aussi selon la complexité des protocoles, le nombre de patients recrutés et les évaluations effectuées. La durée d'une étude clinique dure généralement de 3 à 5 ans au minimum entre l'initiation d'un projet et sa publication. Par exemple, l'étude EPI3, que vous connaissez peut-être, menée en France entre 2006 et 2010, publiée qu'en 2015, vous voyez le temps des analyses statistiques, qui est la plus vaste étude de pharmacoépidémiologie menée en France, auprès de 3 cohortes réunissant 8559 patients. Tout ça a coûté 7 millions d'euros aux commanditaires. Est-ce qu'on a des résultats en matière de recherche? Alors là, je dois à nouveau rappeler les travaux remarquables du HRI, Homeopathic Research Institute à Londres, qui permet vraiment d'apporter toute la probité scientifique à la recherche en homéopathie, et en refaisant notamment toutes les études statistiques. Les publications scientifiques en sujet de l'homéopathie relèvent des mêmes contraintes que les publications scientifiques conventionnelles. Toute étude clinique est publiée, quels qu'en soient les résultats. En homéopathie, 48% des études publiées paraissent en faveur de l'homéopathie, avec 3% de résultats négatifs. On ne fait pas moins bien qu'en thérapeutique conventionnelle, puisque dans le domaine des thérapeutiques conventionnelles, le nombre de publications probantes s'élève à 45%, on était à 48% d'homéopathie, avec 10% de résultats négatifs, on était à 3% d'homéopathie. Vous voyez qu'on ne fait pas moins bien, on fait même légèrement mieux. On commence par la recherche fondamentale. C'est quoi ça? Ce sont des nanoparticules, c'est-à-dire des nanostructures qui sont observées dans des hautes dilutions. La matière change de conformation à partir de 4 CH de dilution. On observe une transition entre un état massique, quantifiable, et un état nanoparticulaire qui émet des rayonnements électromagnétiques basse fréquence. Tout ça, c'est des mots très importants. À partir de 4 CH, il se passe quelque chose dans la matière. Tout ça, c'est démontré. Je vous ai apporté quelques éléments de démonstration. Et ces nanostructures sont de l'ordre du nanomètre, c'est-à-dire beaucoup plus petit qu'un virus. Et la présence de ces nanoparticules est dorénavant absolument établie définitivement dans toutes les dilutions homéopathiques observées. À l'aide de technologies particulières, ultramodernes, sortes de microscopes qu'on pourrait même appeler des nanoscopes, tels que la spectrométrie de Raman, la résonance magnétique nucléaire, la microscopie à force atomique, la microscopie électronique à transmission, enfin des technologies qui n'existaient pas avant les années 2000. Ici, vous voyez ces nanoparticules à gauche en microscopie électronique à transmission qui permettent des images à partir de l'émission d'électrons de ces nanoparticules. Au milieu, la NTA pour Nanoparticles Tracking Analysis qui étudie la forme des nanoparticules, leur concentration, leur appariement, leur déplacement dans la solution, en couplant un ultramicroscope avec une technologie laser. Et à droite, je trouve ça très joli, ce n'est pas une iris, c'est une nanoparticule de gelsemium sempervirens à 50 000 K, vous voyez, incroyablement dilué, étudiée en EPA pour analyse électrophotonique. Un seul appareil dans le monde, en France, qui étudie l'émission de lumière par ces nanoparticules. Et cette technologie révèle des changements dans la structure même de la lumière, selon le type de produit en dilution et, pour un même produit, selon la hauteur de dilution. Je ne peux que vous inviter à vous reporter aux travaux de Michel van Wassenhoven, qu'on connaît bien, et son groupe de recherche DINOM, une publication récente il y a à peine un an, en mai 2024. Et Michel observe en NTA, Nanoparticle Tracking Analysis, on a vu tout à l'heure, le comportement de haute dilution de 6 souches, certaines solubles, gelsemium, pyrogénium, kalium muriaticum, et certaines insolubles, comme cuprum metallicum, argentum metallicum et silicea, préparées selon les normes de la pharmacopée européenne, bien entendu, et diluées à plusieurs hauteurs de dilution jusqu'à 30 CH, c'est-à-dire 10 puissance moins 60. Et il démontre que ces nanostructures sont de taille et de forme différentes d'une solution à l'autre, ce n'est pas les mêmes, qu'elles possèdent des propriétés électromagnétiques et électrophotoniques, que leurs caractéristiques physiques sont distinctes entre une solution de granules neutres et une solution de granules imprégnée d'une haute dilution, et sont distinctes en fonction du produit de départ et en fonction de la hauteur de dilution. Il dit aussi, il rappelle à quel point la dynamisation est un mécanisme clé pour la formation de nanoparticules et pour l'acquisition de leurs propriétés électromagnétiques. Michel énonce que ces nanoparticules sont issues de la paroi
du contenant en verre minéral. Et tout est là. Si on n'a pas du verre minéral pour dynamiser, on n'a pas du tout les nanoparticules attendues. Plus exactement, ces nanoparticules sont constituées de bicarbonate de sodium, dont la présence est constante au sein des hautes dilutions. Il provient donc du verre minéral qui apporte dans les nanoparticules le sodium, à partir du carbonate de sodium, du sulfate de sodium qui rentre dans la composition du verre minéral. Et l'air, qui produit des nanobules, l'air apporte carbone et oxygène. À côté des nanoparticules de matière, la dynamisation permet aussi la formation de nanobules d'air, qui sont ultra résistantes. Et la propriété du médicament homéopathique découle de ce couplage, de cette interaction entre des nanoparticules de bicarbonate de sodium et ces nanobules d'air, en surface desquelles il y a des molécules d'eau. L'eau est une structure incroyablement complexe qui offre à décrire à l'heure actuelle bien plus de questions que n'apporte de réponses. Et les molécules d'eau, j'essaye de simplifier, offrent à décrire des espaces de vide entre leurs atomes constitutifs. Ces espaces peuvent capturer des photons générés par des fluctuations de vide. Soumises à ces champs électromagnétiques, les molécules d'eau ont la capacité de se polariser, c'est-à-dire de s'orienter dans l'espace. Et la polarisation est un phénomène électromagnétique lié à des transferts de charges intermoléculaires, ce que les physiciens quantiques nomment des domaines de cohérence, excusez le gros mot, au sein d'une discipline qu'ils nomment l'électrodynamique quantique. L'eau est porteuse d'une information quantique, pour résumer c'est ça. Et le granule homéopathique permet au système polarisé de demeurer stable dans le temps et de préserver l'information. Ce système est même très stable, puisque les analyses de granules imprégnés en laboratoire de physique fondamentale montrent des propriétés conservées après 30 ans. Ça ne se périme pas, en fait. Ça, c'est pour des questions réglementaires, pharmaceutiques, pharmacologiques, mais sur le plan de la physique quantique, il n'y a pas du tout d'altération. Je passe ça parce qu'on n'a plus le temps. Alors, la recherche préclinique, après, permet justement d'observer des modifications biochimiques sous l'effet des hautes dilutions homéopathiques et faire le lien entre la notion de domaine de cohérence, c'est-à-dire ces molécules d'eau chargées, émettrices de champs électromagnétiques basse fréquence, et des effets observés sur la biochimie cellulaire, sur la mécanistique cellulaire. Nous allons voir un exemple parmi les milliers de publications disponibles sur PubMed, et une publication que j'aime beaucoup, qui est la revue Cell Addition and Migration, qui publie donc fin 2022 les résultats d'une étude remarquable, à mon goût, à propos de la souche homéopathique Ruta graveolens, qu'on connaît bien. Alors je veux dire Ruta pour faire simple, pour éviter de me prendre la langue dans le tapis. Et c'est mené en partenariat avec plusieurs équipes, le CNRS de Reims et l'Université Champagne-Ardenne, le centre Armand Frappier de l'Université de Québec au Canada, et l'équipe de recherche intégrée du groupe Boiron à Messigny, en banlieue lyonnaise. Les premiers modèles d'études sont des études de mélanome murine de souris. Et alors là, c'est un festival. Tout d'abord, une observation en très haute technologie de microscopie à force atomique. C'est un appareil absolument incroyable que peu de centres ont, parce qu'il faut quand même une petite pile atomique pour l'utiliser. Et ça permet de mesurer la plasticité cellulaire, la déformabilité cellulaire, la résistance de la paroi cellulaire à la pression. Et on observe que Ruta 9CH diminue significativement la rigidité cellulaire au sein de cellules traitées pendant 1 heure. On voit ça, on met ça de côté, on va voir ce qu'on en fait. Ensuite, une étude sur des cellules en microscopie électronique à fluorescence, une autre technique, en utilisant une coloration bleue de l'Ordan, qui permet d'observer l'organisation de la bicouche lipidique qui constitue la membrane cellulaire, bien sûr. Et on observe que les cellules soumises pendant 1 heure à Ruta 9CH réorganisent leur structure membranaire qui apparaît moins désordonnée, c'est-à-dire avec des domaines lipidiques répartis de manière plus ordonnée. Ça réorganise les molécules phospholipidiques qui composent la membrane. Ruta modifie aussi la qualité de la composition de la bicouche lipidique en modifiant la répartition du cholestérol. Ça se traduit par une augmentation de la teneur en cholestérol de la membrane cytoplasmique. Ceux qui s'intéressent un peu à la micronutrition savent à quel point la membrane cellulaire est capitale dans tous les mécanismes biochimiques cellulaires. C'est ce qu'on peut observer grâce à une coloration de philippines en microscopie électronique à fluorescence, là aussi. Autre résultat que je trouve moi-même fascinant, mais bon, l'étude rapporte une observation sur le transport transmembranaire de calcium.
La ionomycine, un antibiotique connu, mais c'est un activateur des canaux calciques qui permet un influx de calcium dans le cytosol cellulaire. Et en traitant simultanément des cellules avec ionomycine plus Ruta 9CH versus eau et ionomycine, on observe que le groupe Ruta perturbe le flux de calcium et empêche l'action de la ionomycine sur les canaux dès les toutes premières secondes, même dès la première seconde. Voilà, l'influx de calcium chez des cellules soumises à Ruta est franchement diminué, significativement diminué, et cet effet de diminution finalement rattrape la norme, mais avec un effet retardé dans le temps de plusieurs dizaines de secondes. Vous voyez qu'il y a une action comme ça sur l'expression génique incroyablement rapide, c'est très très rapide. Une autre type de coloration, la coloration à la phalloïdine, qui permet l'observation du cytosquelette, toujours en microscopie à fluorescence, en fixant les filaments d'actine. Le cytosquelette intervient dans bien des processus cellulaires, c'est vraiment la mécanistique cellulaire, la déformabilité, la résistance au stress oxydant, la formation de pseudopodes, la division cellulaire, et bien d'autres. On observe avec Ruta 9CH, 1 heure sur les cellules, la modification des filaments d'actine en augmentant la proportion de fibres désorganisées par rapport aux fibres organisées. Ça modifie le cytosquelette de la cellule cancéreuse chez la souris, ce qui explique sans doute pour partie l'effet de Ruta sur la migration cellulaire. Ici, des résultats sur le déplacement de cellules de mélanome sur une plaque en 2D, observée pendant 24 heures, et ces cellules baignent dans un jus où il y a Ruta 9CH. Et bien Ruta diminue significativement la migration cellulaire, de 30% peu importe, et on l'observe aussi en 3D, grâce à une technique qu'on appelle la chambre de Boyden, qui permet de reconstituer l'environnement cellulaire un peu plus proche de ce qu'il est naturellement. Et on observe que Ruta, sur 24 heures, Ruta sur 6 heures, diminue là aussi significativement la migration cellulaire dans un environnement plus proche de la biologie naturelle de la cellule, et diminue donc la migration cellulaire en 3D de 26%. L'étude ne s'est pas arrêtée sur l'observation de modèles cellulaires, mais aussi de modèles vivants, des souris entières, vivantes au départ, et on les a injectées, ces petites bêtes, par voie intraveineuse avec des cellules de mélanome. Et ensuite, on compte les points. La moitié de la population a été traitée par des injections intrapéritonéales tous les jours de Ruta 9CH. L'autre moitié de la population a été traitée par de l'eau stérile en injection intrapéritonéale. Et l'étude rapporte une baisse du nombre de métastases pulmonaires, moins 50% au 15e jour, sur ce modèle d'étude. Pour savoir ça, on dissèque la bestiole, on récupère les poumons et on compte le nombre de nodules pulmonaires métastatiques. Et on observe aussi une augmentation de la survie, plus 55% au 23e jour dans le groupe traité. Les souris meurent moins vite et moins tôt, avec un début de mortalité retardé de 3 jours. Donc l'extrapolation à la pratique clinique, évidemment, est incroyablement limitée, puisqu'on ne peut pas l'appliquer à la pratique humaine, bien sûr. Il s'agit d'un modèle d'étude préclinique sur des cellules en culture ou des souris en laboratoire, mais ça ouvre quand même, bien sûr, le champ des possibles en matière de pistes pour des recherches cliniques futures. La recherche clinique, justement. Au-delà de l'animal, il existe aussi de nombreuses expérimentations cliniques sur l'être humain. Et la recherche homœopathique répond là aussi, la recherche clinique homœopathique répond au gold standard de la recherche clinique moderne, avec même la publication de méta-analyses qui représentent, vous le savez, le sommet de la pyramide en termes de niveau de preuve, par la puissance statistique qu'une méta-analyse met en œuvre. 6 méta-analyses ont été produites depuis les années 90, certaines même publiées dans la revue scientifique américaine de référence The Lancet. Parmi celles-ci, la méta-analyse de Matty en 2014, qui énonçait déjà un traitement homœopathique individualisé à une probabilité 1,5 à 2 fois plus grande d'avoir un effet bénéfique que le placebo. La plus récente méta-analyse date d'octobre 2023, c'est celle de Amreux et de son équipe américano-germanique, qui publie donc une étude statistique indépendante très poussée à partir de 6 méta-analyses publiées entre 1990 et 2023, ce qui représente 182 essais cliniques randomisés évaluant le traitement homœopathique en préventif et en curatif.
Vous voyez qu'une telle base de données assure le plus haut niveau de preuve scientifique totalement irréfutable, et au terme de son analyse, le professeur Amoureux énonce un traitement homméopathique a un effet thérapeutique supérieur au placebo, avec des preuves d'efficacité encore plus élevées pour l'homéopathie individualisée. Donc pour peu que quelqu'un qui vous oppose un discours anti-homéo, en tout cas pas pro-homéo, il faut simplement lui demander qu'est-ce qu'il lit comme revue, en général très peu, et ouvrez, apportez-lui l'article et qu'il lise, puisque là c'est totalement non opposable. J'ai demandé à Grock aussi de me préciser l'impact de cette méta-analyse de Amoureux, et il m'a répondu ne pas la connaître, et c'est dire qu'on doit publier bien entendu, mais on doit aussi communiquer. S'il ne la connaît pas, ça veut dire qu'elle n'est pas visible sur la toile, qu'elle est trop peu fréquentable peut-être. Pour finir, concernant les études cliniques, difficile d'en retenir une seule. Parmi les centaines et centaines de publiés, celle-ci m'est parue originale. C'est l'étude de Medioni, qui est la plus large étude en oncologie en termes de recrutement de population. C'est une étude de cohorte rétrospective qui a pour but l'évaluation du bénéfice de l'homéopathie sur la qualité de vie en soins de support en oncologie de cancer du sein non métastatique. Tout d'abord, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent dans le monde, avec près de 2 300 000 nouveaux cas rapportés en 2020, tous âges et tous sexes confondus. Concernant les soins de support en oncologie, tout cancer confondu, l'homéopathie représente le premier recours en médecine complémentaire devant l'ostéopathie et l'acupuncture, avec près de 16% des sujets cancéreux qui recourent à l'homéopathie. Certaines études ont déjà étudié l'impact du recours à l'homéopathie dans l'amélioration de la qualité de vie des sujets cancéreux, mais aucune n'avait jusque-là été réalisée en France. C'est l'étude SNDS qui a été réalisée en France donc à partir de l'observation de 98 009 femmes porteuses d'un cancer du sein non métastatique, âgées de 48 à 74 ans. Cancer du sein non métastatique, nouvellement diagnostiqué entre 2012 et 2013, ayant subi une chirurgie. Pour être recruté, il faut avoir subi une chirurgie, que ce soit une tumorectomie, une mastectomie totale ou une mastectomie partielle. C'est les conditions du recrutement. Elles vont être suivies pendant 5 ans, jusqu'en décembre 2018. Et en fait, les éléments analysés, c'est l'originalité de l'étude, ont été extraits d'une base de données nationale française sur les soins de santé, la base SNDS, qui a été créée en 2016 et qui permet l'agrégation de plein de données, de plein de data, portant sur des données sociodémographiques, médico-administratives et pharmaceutiques de 98% de la population française. Vous voyez que la base de données est vraiment fantastique. Et l'étude a permis d'observer l'observance en matière de traitement homéopathique, mais aussi la qualité de vie des sujets concernés, des sujets recrutés, évaluée par le niveau de recours à des thérapeutiques conventionnelles pour pallier aux effets secondaires des traitements oncologiques. 100% des femmes ont une chirurgie, dont un cinquième ont une mastectomie totale. 9% des femmes n'ont pas eu de traitement supplémentaire au-delà de la chirurgie. Parmi les 3 thérapeutiques clés, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, 18% des femmes ont reçu un seul traitement, un seul des 3 traitements, 47% en ont reçu 2, on peut presque dire une bithérapie, et 26% ont reçu les 3 traitements associés. 25% de l'ensemble de ces femmes prennent de l'homéopathie, c'est autant à peu près chez les 37% de femmes recourant à la chimiothérapie seule ou en association, aussi 25% de recours à l'homéopathie chez les 82% de femmes recourant à la radiothérapie seule ou en association, et presque 25% chez les 71% de femmes recourant à l'hormonothérapie seule ou en association. L'étude rapporte une demande accrue de l'observance des médicaments homéopathiques au moment de l'annonce diagnostique. On observe que l'homéopathie a été utilisée chez 11% des femmes entre 6 et 12 mois avant leur chirurgie, chez 26% des femmes entre la chirurgie et 6 mois avant, c'est le moment du diagnostic. C'est demeuré ensuite à 22% dans les 6 mois qui ont suivi la chirurgie, 18% dans les 6 mois encore après, pour se maintenir stable à 15% environ chez les femmes dans les 4 ans qui ont suivi. Des facteurs prédictifs d'observance thérapeutique sont rapportés. La significativité statistique est atteinte pour plusieurs types de populations. Les femmes qui recourent le plus à l'homéopathie sont les femmes ayant un cancer du sein moins évolué,
les femmes les plus jeunes et les femmes recourant plus à la mastectomie partielle qu'à l'ablation totale du sein. Autre chiffre, dans les 6 mois après l'intervention chirurgicale, c'est un peu l'apothéose ce chiffre-là, il y a une diminution globale significative dans la population traitée par homéopathie, par au moins 3 médicaments homéopathiques, de la délivrance de médicaments conventionnels pour traiter les effets secondaires des traitements oncologiques. La diminution était plus importante pour les immunostimulants, avec moins 21%, les corticoïdes, les antiviariques, les antifongiques, les antiémétiques, et la significativité statistique a aussi été atteinte pour les antalgiques et les antibiotiques. On n'a pas observé de différence statistiquement significative concernant les anxiolytiques, les somnifères et les antidépresseurs. Ça, c'est les 6 premiers mois après la chirurgie. Les 6 mois suivants, on a toujours une significativité statistique dans la baisse de niveau de recours aux immunostimulants, aux corticoïdes, aux antiémétiques, mais aussi aux émollients et aux topiques cutanés, moins 12%, contre la xérodermie liée à l'hormonothérapie qui est mise en place un petit peu à distance de la chirurgie. En conclusion, cette étude a montré une utilisation croissante de l'homéopathie chez les patientes atteintes de cancer du sein, après le diagnostic, passant de 11 à 26%. Cette utilisation s'est maintenue après l'intervention chirurgicale à 20% en moyenne dans l'année qui suit. Et l'homéopathie joue un rôle déterminant dans la qualité de vie en aidant les patientes à mieux tolérer les effets secondaires des traitements anticancéreux conventionnels. La grande force de cette étude, c'était la très large base de données exhaustive sur l'ensemble de la population concernée, avec une absence de biais possible au cours de l'échantillonnage, et avec un suivi longitudinal remarquable sur 5 ans, avec seulement une perte de vue de l'ordre de 11%, essentiellement, hélas, liée à des décès. En conclusion, la recherche en homéopathie a progressé de manière significative au cours des dernières décennies, et nous avons une base de preuves solide et cohérente pour affirmer que l'homéopathie peut agir. Aussi, la recherche scientifique en homéopathie à l'heure actuelle sert d'abord à répondre à nos détracteurs, mais aussi à tenter de garder une place en officine, auprès aussi des instances de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et de l'Agence européenne des médicaments pour maintenir le produit homéopathique inscrit au registre des médicaments. On peut affirmer que l'homéopathie a une action biologique, in vitro et in vivo, sur tous les types de métabolismes cellulaires végétaux et animaux. Des méta-analyses confirment que l'action de l'homéopathie est au-delà d'un effet placebo, qu'elle permet de réduire des effets secondaires de certaines thérapeutiques conventionnelles, que l'homéopathie présente un niveau d'effet indésirable très inférieur au traitement conventionnel et similaire au placebo, et que l'homéopathie permet une diminution des coûts de santé associés à la gestion des effets indésirables, aux consultations supplémentaires, aux hospitalisations imprévues, à l'absentéisme professionnel dans des études aussi, et au niveau de recours à des thérapeutiques conventionnelles. Jamais nous n'avons eu autant d'arguments scientifiques pour étayer l'action, le mode d'action et l'efficacité des médicaments homéopathiques, et des centaines d'études cliniques contrôlées, randomisées versus placebo, indépendantes, publiées, observent l'efficacité de l'homéopathie dans bien des domaines de pathologie, en préventif et en curatif. Merci de votre attention.